Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo bilan. Le bilan de ces 8 premiers chapitres qui constituent l'expérience que l'on a de Lorcana depuis sa sortie. Et pour faire ce petit bilan, je me suis dit que ça serait sympa de faire une rétrospective sur les 20 cartes, les 20 meilleures cartes qui ont impacté notre manière de jouer à l'Orcana, qui ont le plus brillé dans ce metagame, qui ont été le plus structurantes de certaines decklists, celles qui ont passé chapitre après chapitre le cut des différentes decklists qu'on a pu vous présenter sur la chaîne et que les joueurs compétitifs ont amené en tournoi. Bref, quelles sont les 20 cartes qui ont le plus marqué le début de l'histoire du jeu de l'Orcana. Vu que c'est un classement, j'ai été obligé de les ordonner, mais globalement, on s'en fiche un petit peu du classement. Il y a telle ou telle carte qui pourrait largement monter l'enclassement ou baisser l'enclassement en fonction de vos affinités, en fonction des avis de chacun. Pareil, il y a beaucoup plus de cartes qui ont été hyper impactantes dans l'histoire du début du jeu de l'Orcana, mais il fallait forcément en choisir 20, donc ne vous attachez pas spécialement au classement, c'est surtout un prétexte pour vous les présenter une par une, discuter, interagir ensemble et créer du contenu. C'est un avis évidemment subjectif. Il y a peut-être des cartes qui vous ont paru extrêmement structurantes de ce début de jeu et qui ne seront pas dans ce top-là. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On lit tous les commentaires. C'est toujours hyper utile ce genre de vidéo-là pour pouvoir confronter justement nos avis à vos avis. Vous pouvez au passage laisser votre meilleur pouce bleu, dérouler la description et nous rejoindre notamment sur notre site labelcard.fr pour passer vos précommandes du chapitre 9, Fabled, qui devrait renouveler l'entièreté du méta et peut-être voir disparaître certaines cartes qui ont marqué le début du jeu de l'Orcana. Petite précision rapidement, il se peut que pendant la fin du mois d'août, au lieu d'avoir 2 vidéos par semaine comme depuis le début de la chaîne, on était même à 3 vidéos avant, eh bien il se peut qu'on passe à 1 vidéo par semaine parce que l'actualité du jeu en ce moment, après les reveals de Fabled, est un peu moins dense. Il y a moins d'activités TCG pendant le mois d'août et pendant les vacances d'été, ce qui est normal. Et finalement, en attendant le chapitre 9 et Fabled, les gens sont quand même un peu moins investis dans l'Orcana. On a tous envie de découvrir le jeu post-rotation. Donc voilà, on s'est dit que pendant le mois d'août, ça sera un peu plus calme. Ça nous permet, nous aussi, avec PL, de souffler un petit peu. Donc si jamais vous ne voyez pas 2 vidéos par semaine, mais qu'une vidéo par semaine pendant 1 ou 2 semaines à la fin du mois d'août, ne soyez pas inquiets. On repart avec plein de contenu dès le mois de septembre. En 20e position, Kaloun. Kaloun qui a été déterminante des stratégies grises, notamment celles qui voulaient pouvoir aller matcher un petit peu les stratégies offensives des decks adverses. C'est une très bonne carte à jouer dans notre deck parce qu'elle est capable à la fois de générer du lore, donc de s'insérer dans des decks un peu agressifs, mais en même temps de tenir le board et d'empêcher l'adversaire de partir à la course au lore. C'est une carte non ancrable et encore heureux parce que sinon je pense qu'elle aurait été vraiment jouée dans absolument tous les decks gris possibles. C'est une carte qui n'a pas autant brillé que ce qu'elle aurait pu briller parce qu'elle ne permet pas, en tant que drop 2, de vraiment aller faire la course contre les decks les plus contrôle comme les decks bleu-rouge. Mais en tout cas, en termes de stats pures, si jamais on ne raisonne pas par son application dans le méta, c'est vraiment une carte qui est surstatée, qui se protège très bien, qui a une très bonne force de frappe et qui, en plus de ça, quand elle fait le ménage sur le board, nous permet de récupérer du lore passif. Ici, en 19e position, on a Ursula, cette 1-3 pour 2 qui nous permet de regarder la main de l'adversaire et d'y enlever une chanson. Depuis que cette carte est sortie, elle a toujours été intégrée à n'importe quel deck vert du jeu. C'est ce qu'on appelle un staple générique, il est indéboulonnable et la carte aurait continué à être jouée pendant 20 chapitres, je pense. Elle n'a pas de gros stats, ça fait pas beaucoup de lore, mais c'est juste un effet de défausse précis dans la main de l'adversaire, dans un méta qui en plus pendant les 8 premiers chapitres a beaucoup été guidé par les chansons. Donc vraiment, la carte mérite largement sa présence dans le top 20. Une autre carte verte ici avec ce Cursed Merfolk, le 0-1 pour un non ancrable, qui lore pour 2 et qui, lorsqu'il est défié, demande à l'adversaire de jeter une carte de sa main. Encore à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'il y en a un qui va le détrôner dans la suite de ce classement, mais je pense que c'est l'un des meilleurs tours 1 du jeu. Extrêmement offensif, carte qui a été confirmée comme étant reprint à partir du chapitre 9, donc c'est une carte qui a marqué l'époque du début du jeu de l'Orcana et qui va peut-être continuer à écrire un petit peu l'histoire compétitive du jeu. Globalement, si vous jouez vert et que vous avez envie d'être agressif en début de partie, c'est une de vos meilleures options. Le bon pit, un petit peu au même titre que Ursula verte, cette carte-là, dès lors qu'on joue du gris, elle est présente dans quasiment toutes les decklists. C'est une carte qui a un potentiel de disruption qui est très puissant avec des stats qui sont tout à fait honorables. Une carte ancrable, donc dès lors qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction avec l'effet de la carte et l'adversaire, dans ce cas-là, on va juste la mettre dans nos encres.
très bonne statistique d'attaque et de défense par rapport à son coût, et ça vous permet notamment de gagner un tour de pression face à des adversaires qui joueraient des cartes comme Be Prepared ou en tout cas des gros spells de gestion. Donc vraiment, Pete, dès qu'il est sorti, il a intégré les decks gris et globalement, il n'a pas bougé de ces decks-là jusqu'à la rotation. À la 16e position, on a le Tamatoa du chapitre 7. Quand il est sorti, lui, il a fait énormément de bruit, c'est normal, la carte est encore une fois très puissante. C'est une carte ancrable, donc du coup, elle devient très générique. On la met facilement dans les decklists qui vont jouer du bleu. Globalement, tout ce qui est base contrôle ou base item, Tamatoa, c'est le roi. Les stats sont vraiment très bonnes, les effets sont sympas. Et je pense que c'est une des cartes qui, en tout cas, récemment, a vraiment le plus marqué la sphère compétitive de l'Orcana. Je la mets pas plus haute parce que ça reste cantonné à un certain type de deck. Et en plus, elle n'a pas vécu assez longtemps pour autant imprégner que certaines autres cartes qui sont là depuis les premiers chapitres. Mais c'est une carte qui est évidemment très puissante. Plus ardent que le feu des volcans, l'interaction principale du jeu, en tout cas l'interaction générique que vous allez pouvoir mettre dans n'importe lequel de vos decks. Vous jouez une base agressive, vous jouez plus ardent que le feu des volcans, vous jouez une base chanson, vous jouez plus ardent que le feu des volcans. Même s'il y a des bases contrôle qui jouent du gris, vous jouez plus ardent que le feu des volcans. C'est gratuit dans votre deck. C'est une carte qui, dès lors que vous avez du board, ne va rien vous coûter pour interagir avec une carte de l'adversaire et qui en plus est ancrable. Il n'y a pas de limite à son plafond. Vous pouvez tuer n'importe quel type de personnage adverse en fonction du board que vous avez. Vraiment, c'est la carte générique par excellence. Et elle n'est pas plus haute dans ce classement parce qu'elle dépend quand même du board que vous êtes capable de créer. Mais c'est vraiment une carte exceptionnelle. Après l'interaction ciblée préférentielle, on passe maintenant à l'interaction de masse préférentielle, le Biprep, qui est le seul effet d'interaction de masse, en tout cas aussi générique. On a aussi la chanson verte notamment qui peut faire interaction de masse. On a aussi Sisu, mais qui sont quand même cantonnés à certaines restrictions. Là, je vous parle d'une carte, vous la jouez et il n'y a plus de board, quoi qu'il advienne. Carte présente dès le chapitre 1 qui a structuré et ordonné l'entièreté du méta autour de cette carte-là. Dès que tu joues une base mid-range ou une base agressive, tu dois te demander est-ce que mon adversaire peut jouer Biprep? Si oui, est-ce que j'ai le droit de mettre plus de board? C'est une carte autour de laquelle vous voulez tout le temps tourner. Pat et Ursula ont eu autant d'impact dans ce metagame-là, notamment parce que Be Prepared existe. C'est en plus de ça une chanson, ça reste un atout mineur, pas tout le temps utilisé, mais qui peut faire sens dans certaines decklists. Vraiment carte emblématique et structurante des meilleurs decks du format qui sont les decks bleu-rouge, mais qui a vocation à être joué dans quasiment tous les decks qui vont jouer du rouge. On a même vu des versions de decks plutôt offensives qui jouent quand même Biprep parce que la carte est capable de rattraper des games perdus, elle est capable de faire une value exceptionnelle quand vous attrapez 5 personnages sur le board de l'adversaire en une seule carte, vous avez fait du 5 pour 1. C'est une des meilleures cartes de l'Orcana. Je ne sais pas si elle sera réimprimée, mais si elle n'est pas réimprimée, ça risque de changer l'entièreté de la manière de jouer, en tout cas l'entièreté de la façon de jouer qu'on connaît de l'Orcana, parce que s'il n'y a plus d'anti-bêtes de masse, je peux vous assurer que les batailles de board seront totalement différentes. Ici, on a Maui, peut-être un petit peu haut placé pour certains. Moi, je pense que c'est vraiment une carte qui a marqué l'histoire du jeu. Pendant les 4-5 premiers chapitres, c'était quasiment la meilleure carte du jeu. Elle a commencé un tout petit peu à reculer quand on a commencé à lui rapporter des personnages à peu près au même coup qui commençaient à avoir des effets vraiment buff. Mais si jamais vous voulez une gestion polyvalente qui est encore jouée actuellement au chapitre 8 dans tous les decks rouges base contrôle, eh bien vous avez Maui, le 6-5 pour 5 ancrable, rush, reckless, donc obligé de taper tous les tours. Oui, il ne lord pas, mais par contre en termes de coût en investissement en encre et rentabilité en termes d'impact sur le board et de statistiques, c'est clairement une carte qui est overstatée et qui continue à être puissante actuellement au chapitre 8. Le Prince Jean, la carte Ward, lui, je pense que la majorité de la sphère compétitive de l'Orcana, même la majorité des joueurs plus casual, les enthousiastes ne peuvent plus le voir en peinture. Je croise les doigts très très fort pour que cette carte-là ne soit pas réimprimée avec Fabled et donc du coup que cette carte ne passe pas la rotation parce que l'impact que cette carte a eu sur le jeu est complètement fou. C'est une carte que votre adversaire ne peut pas gérer à part avec un anti-bet de masse. Dès lors que vous n'inclinez jamais la carte, et bien dans ce cas-là, elle va pouvoir émettre un effet passif tout au long de la partie et cet effet passif il est hyper puissant parce que dès que votre adversaire défausse une carte, vous piochez une carte,
emblématique, structurante de toutes les stratégies discard qui ont quand même réussi à traverser les sets les uns après les autres, hein, depuis le 7-3 et maintenant on est actuellement au 7-8. On a des stratégies discard qui existent et qui ont toujours été dans les hauts tiers du metagame. Et honnêtement, si Prince Jean n'existait pas, je pense que ces stratégies-là n'auraient jamais été aussi performantes. Donc lui, c'est vraiment un builder hand, c'est-à-dire qu'il est hyper important, il est la base, le pilier de la structure des decks discard, donc c'est quand même hyper étroit, hein. Il n'existe que dans ces decks-là, il n'a pas vocation à être un staple générique comme d'autres cartes, mais il a été tellement structurant de ces stratégies-là, qui existent encore à l'heure actuelle au chapitre 8, que forcément il méritait sa 12e place. On arrive sur notre ami le génie évasive, 2 4 pour 4 non ancrable, l'or pour 2, quand il arrive en jeu vous piochez une carte, la carte fait tout. C'est-à-dire qu'elle permet de générer du lore parce qu'elle est évasive et elle lore pour 2, donc difficilement tradable pour votre adversaire. Elle a beaucoup de volonté, donc difficilement gérable pour votre adversaire avec des sorts. Et en plus de ça, quand la carte arrive sur le champ de bataille, elle se rembourse en vous faisant piocher une carte. Vous pouvez même vous payer le luxe de la bouncer, de la reprendre en main pour la rejouer et générer un petit peu de carte advantage. Bref, ce génie, il est picobello. Ça, vraiment, c'est un staple générique. Tu joues violet, tu joues le génie. Il n'y a vraiment que les stratégies violettes très contrôle qui vont préférer maximiser les boucles bounce avec des lapins, mais globalement quand ce génie est sorti, il a un peu poussé dehors une des meilleures cartes du jeu qui n'est pas dans ce top 20, le fameux Merlin Rabbit. Et mettre Merlin Lapin à la porte, ça en dit très long sur la puissance de ce génie. On arrive dans le top 10 ici avec Sail the Azurid Sea pour 2 ancrables. Vous piochez une carte et vous pouvez ancrer une carte de votre main. Vous pouvez le faire tout au long du tour. Donc en plus, c'est un effet qui vous donne une certaine flexibilité. On aurait pu mettre Typo dans ce top. J'ai préféré mettre Sail the Azurid Sea parce que plus général comme effet, un chouïa meilleur je dirais. Mais Typo est notamment hyper important dans les bases Blurple parce qu'il se couple très bien derrière avec un crabe pour aller prendre du board, en tout cas pour aller prendre le board de l'adversaire qui aurait une vocation un peu offensive. Donc Typo dans un certain deck précis me semble plus important que Sail the Azurid Sea, mais au global, pour un effet rampe autour d'eux, je pense que c'est cette carte qui est la meilleure, probablement une des meilleures cartes de l'Orcana, cantonnée quand même à des stratégies qui veulent ramper, donc accumuler des ressources en encre, mais globalement, si tu cherches à faire ça, il n'y a aucune autre carte qui fera mieux que cette carte-là. Et on va continuer à la voir jouer jusqu'à ce qu'elle rotationne, ça ne sortira jamais du format. Là, on commence à arriver dans du très lourd. À la 9e position, on a ce Maui requin, le 7-5 pour 6 évasif qui lore pour 1 mais qui nous permet, lorsqu'il challenge, de reprendre un effet, un spell, enfin une action card de notre défausse et qui en plus, quand on va jouer des actions, va nous permettre de générer du lore à distance. J'ai souvent été frustré avec ce requin-là parce que quand la carte a été révélée, on était persuadé qu'elle s'insérerait dans absolument toutes les decklists. Je l'avais mis dans les flops parce que finalement, il était seulement structurant des versions bleu-rouge contrôle. Il n'était pas joué, notamment avec la base évasive en violet-rouge. Avec le chapitre 8, c'est corrigé. Maintenant, ce Maui requin n'est pas que joué dans les listes bleu-rouge, il est aussi joué avec la base évasive et le Peter Pan. C'était pour le coup déjà faisable au chapitre 6, mais ça n'avait pas forcément tiré son épingle du jeu. Maintenant, c'est une carte qui est beaucoup plus générique, qu'on peut voir dans beaucoup de listes et qui, je pense, continuera à être jouée post-rotation, peut-être même avec d'autres associations de couleurs. En tout cas, un petit peu pour les mêmes raisons que le premier Maui dont je vous ai parlé, cette carte est juste overstatée. Elle est ancrable, elle a énormément de force par rapport au coût qu'elle a, au coût qu'elle coûte. Elle s'associe très bien avec d'autres cartes. On a envie de la jouer dans des stratégies qui sont hyper diverses, pas forcément des decks contrôle, aussi des decks mid-range. Ça nous permet de faire du card advantage en récupérant des sorts qu'on aurait déjà joués. Et en plus de ça, ça fait du lore passif. La carte est vraiment très au-dessus de ce qu'est le seuil acceptable d'une bonne carte de l'Orcana. Bon, là, on commence à arriver avec cette 7e position à des cartes qui, je trouve, sont vraiment très au-dessus de tout ce qu'on a pu parler avant. C'est-à-dire des cartes qui, dès lors qu'elles sont sorties dans le jeu, n'ont plus jamais perdu leur place et continueront toujours à être jouées tant qu'elles seront légales. En gros, cette Desiduck, elle est à la 7e position, mais elle aurait pu être en 2e, en 3e, en 4e position. J'ai eu beaucoup de mal à faire un ordre sur les 10 premières cartes. Autant du top 20 au top 10, pour le coup, je suis assez satisfait des positions de chacune des cartes. Là, à partir du top 7, vous pouvez vous dire que toutes ces cartes sont top 2 et 3, si vous voulez. C'est juste qu'il fallait les départager. Mais maintenant, pour revenir sur Desiduck, pour 1, vous avez une 1-4, c'est ingérable pour votre adversaire en early game, qui lore pour 2. Alors oui, elle va donner de la value à votre adversaire parce qu'il va pouvoir piocher des personnages, donc ça vous
théoriquement créer un peu du carte désavantage parce que vous allez donner un avantage de carte à votre adversaire. Par contre, ce que cette carte, elle vous fait gagner, c'est du lore, beaucoup, beaucoup de lore. Et si votre adversaire, il a plein de cartes en main, mais il n'a pas la tempo, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer des plus de gérer votre board avant que vous soyez capable de mettre fin à la partie, bah, votre adversaire, il aura beau avoir 7 ou 8 cartes en main, il sera mort. Parce qu'un adversaire avec 7 ou 8 cartes en main, quand vous avez 20 de lore, eh ben, c'est pas très grave. Et c'est le principe de Daisy Duck. En fait, ça a trop de volonté. 4, c'est trop pour un drop 1 qui aura 2, ce qui fait que toutes les cartes que vous donnez à votre adversaire, il n'aura pas le temps de les utiliser et de les dépenser. Et donc, je pense que Daisy Duck est la meilleure carte agressive du jeu Lorcana et du coup le meilleur tour 1 de ce jeu. On y arrive à la 6e position avec le Flaversham, le 1-6 pour 4 ancrable, beaucoup de volonté, difficilement gérable, killer pour 1, mais surtout, qui vous fait piocher 2, non pas en partant à l'aventure, mais aussi en arrivant sur le champ de bataille. Et ça, c'est hyper important. C'est une des cartes qui a été bannie récemment dans la dernière banlist de l'Orcana. Elle a été bannie pour éviter que les decks contrôle base bleue aient sans cesse des cartes en main qui leur permettent de écraser le late game sous la value, trouver leurs cartes clés, trouver leurs anti-bêtes de masse. Vraiment, Flaversham, c'était le liant parfait entre l'early game un peu rampiche, un peu lent des decks contrôle et le late game totalement écrasant qui ne laisse aucune issue. Et ben entre les deux, on avait Hiram Flaversham qui faisait un pont parfait pour vous trouver mécaniquement les cartes dont vous avez besoin. Partenaire de crime avec la glace à l'eau qui n'est pas présente dans ce top 20 mais qui n'était pas très loin d'y être parce que de toute façon on lui rend honneur avec ce Flaversham. Carte hyper puissante, les stats sont bonnes, la value que génère un Flaversham dans un deck bleu-rouge c'était totalement délirant, vous piochez pas 2 cartes avec lui, vous en piochez 4, vous en piochez 6, votre adversaire en plus comme il a 6 de volonté, eh ben, il ne va pas aller chercher du lore, il est obligé d'aller chercher votre Flaversham. Donc en fait, la carte, tu peux estimer qu'elle t'a fait piocher environ 4 cartes pour 4 mana et qu'elle vous a fait économiser, en tout cas, elle a fait perdre à votre adversaire entre 2, 4, 5 de lore. Bref, c'était totalement overstaté. On arrive ici dans le top 6, je me suis trompé tout à l'heure, Daisy Duck était en top 8 et non pas en top 7, donc c'est les 8 premières cartes qui m'ont donné beaucoup de mal en termes d'agencement de l'ordre. Madame Mime Renard, la 4-3 pour 3 ancrable avec des stats folles, killer pour 1 mais qui nous permet surtout avec le rush d'aller chercher les personnages sur le board de l'adversaire, notamment les Daisy Duck, ça fonctionne très bien. Et le contre-coup qui en fait est devenu un avantage, c'est de renvoyer un personnage que l'on contrôle dans notre main, où on va renvoyer nos drop 1, et dans ce cas-là, Madame Mime aura été quasiment gratuite, ou alors on va renvoyer des cartes que l'on a envie de renvoyer dans la main pour refaire leurs effets. C'est notamment la base de la boucle Boons, qui a été une des meilleures boucles du jeu depuis le chapitre 2, et qui continue toujours à être une boucle intéressante. Mais pourquoi je mets spécialement Madame Mime ? Parce que cette carte-là, elle n'a pas que participé à être jouée dans les decks midrange qui essayaient de créer du card advantage avec la boucle Boons, elle a juste été jouée dans n'importe quelle stratégie violette, quoi qu'il advienne, qu'elle soit plus contrôle, plus agressive, qu'il y ait des cartes qui ont volonté à être bouncées ou pas. Cette Madame Mime, elle est juste overstatée, c'est un peu comme un Maui rouge, c'est une carte qui va nous permettre d'aller chercher des lieux, des personnages, et ce, rapidement dans la partie, tout en étant capable de générer du card advantage en late game. J'espère que cette carte-là sera réimprimée dans le chapitre 9 parce que je trouve qu'elle apporte des patterns de gameplay vraiment excellents. C'est une carte qui donne beaucoup de choix à la personne qui la joue et c'est vraiment parfaitement le Lorcana que j'aime. Donc ouais, Madame Mime, une des meilleures cartes du jeu de très loin. 5e position, ça y est, on arrive dans le top 5 avec Réponse pour 4, la 1-5 qui leur pour 2 et qui nous permet de piocher jusqu'à 3 cartes en soignant nos personnages. Depuis le chapitre 1, cette carte existe et depuis le chapitre 1, c'est le meilleur moteur de draw des decks jaunes et des decks agressifs. Il n'y a pas un deck jaune dans le jeu qui se passerait de réponse tellement la carte est impactante. Imaginez-vous piocher 3 cartes pour 4 avec une carte qui était ancrable et qui en plus de ça, alors pour 2 avec 5 de volonté, cette carte-là, elle fait tout ce qu'on attend d'une carte à vocation offensive, voire d'une carte midrange. Elle vous donne du card advantage, du lore, et elle est difficile à aller chercher sur le board par votre adversaire. Réponse, c'est complètement overstaté, c'est délirant de puissance. Dès le chapitre 1, ça a été une des meilleures cartes du jeu, et je pense toujours que c'est une des meilleures cartes du jeu. 4e position, je ne sais pas si vous l'aviez vu venir celui-ci, mais c'est Monsieur Mouche, Mr. Smith, 3-3 pour 2 en crabe, qui l'or pour 2. Voilà, fin, les stats sont délirantes. Alors oui, à la fin du tour, il s'inflige un dégât, on s'en fiche, parce que votre adversaire, il va aller le gérer avant qu'il ne se tue tout seul. Si jamais il a vocation à se tuer tout seul parce que vous êtes déjà parti à l'aventure 2 fois, il aura fait son taf. Et la 3e fois qu'il partira,
à l'aventure, plutôt au challenge, ça sera pour aller trade un personnage sur le board de l'adversaire. Donc les mathématiques déployées par la carte pour seulement 2 mana et en plus une carte ancrable, c'est complètement overstaté, une des meilleures cartes du jeu qu'on a envie d'avoir dans toutes les stratégies grises. C'est vraiment la carte que tu gardes quasiment tout le temps au mulligan. Ça permet de faire la course contre les decks les plus contrôles pour passer en dessous. Ça permet d'aller trade le board de l'adversaire quand tu affrontes à l'inverse des decks aggro sur lesquels tu veux plutôt passer au-dessus. Ce Monsieur Mouche, il est délirant. J'espère que la carte sera renouvelée parce que je l'aime beaucoup et que j'aimerais bien continuer à jouer avec elle post-chapitre 9. Troisième position, je pense que vous êtes étonnés. Vous savez, hein, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne, ce que je pense de Sissou. Et je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient à voir Sissou en première position, d'après ce que j'ai pu en dire assez régulièrement. Vous allez voir que les 2 premiers sont de très très bons challengers. Cette Sissou, qui est 5-4 pour 8 non ancrable, or pour 3 shift 6, va nous permettre de prendre tous les personnages de l'adversaire et de les détruire s'ils ont 2 d'attaque ou moins. C'est évidemment trop fort. Je me suis beaucoup plaint de Sissou. Je pense que c'est ce genre de carte-là qui aurait dû partir sur la précédente banlist. J'espère en tout cas qu'elle ne sera pas rééditée dans le chapitre 9. Je ne pense pas. Je pense pas que les gens aient envie de rejouer encore contre Sissou. La différence avec un biprep, c'est que derrière, ça vous laisse un body 5-4 qui leur pour 3 et qu'en plus de ça, cette carte-là, elle ne prend ni Pit ni Ursula. Donc c'est en gros un biprep avec aucun inconvénient. En tout cas, c'est très difficile pour l'adversaire de tourner autour de Sissou. Alors vous allez me dire, oui, il suffit de jouer des personnages qui ont plus de 3 de force. Mais les stratégies offensives qui veulent passer en dessous des decks bleu-rouge, ils ont très peu d'opportunités d'avoir beaucoup de personnages avec plus de 2 de force, parce que forcément, ça va être des personnages sinon qui vont moins lorer, et donc qui vont moins vite accumuler du lore, et qui vont laisser dans tous les cas bleu-rouge leur rouler dessus. Donc cette carte-là, globalement, elle détruit spécifiquement tous les personnages que tu as envie de détruire, parce que les gros personnages dans les decks plus midrange ou plus contrôle, les decks Sissou, ils les écrasent, il n'y a aucun problème. La carte se paie le luxe de pouvoir shifter sur plusieurs Sissou qui sont toutes très convenables. Donc en plus de ça, elle peut arriver un tour plus tôt de bi-pré-perdre. Et si tu la combottes et que tu la mets en synergie avec des cartes bleues qui réduisent la puissance des personnages adverses, alors là on arrive littéralement sur une carte qui n'a plus aucun défaut, les meilleurs stats du jeu, la meilleure value. Tu joues Sissou, ton adversaire il range son board, tu as un 5-4 killer pour 3, c'est trop. Sissou, c'est trop. Moi, j'ai souvent dit que Sissou, c'était trop. Bon, bah, top 3 des meilleures cartes de l'Orcana depuis le début de la sortie du jeu de l'Orcana. Bon, top 2, devant Sissou, on a quand même ce Wall New World, le rêve bleu. Aucune autre carte du jeu nous permet de piocher cette carte tout en détruisant la main de l'adversaire. Donc forcément, il fallait parler de cette carte-là. Sans Wall New World, Amber Steel Song n'existerait pas. Et Amber Steel Song, si on nommait les Bleu-Rouge Control qui les prédatent, est probablement le deck le plus fort de l'histoire du jeu de l'Orcana. Et c'est vraiment grâce à Wall New World. Les decks Amber Steel n'auraient quasiment aucun intérêt à être buildés en version chanson si Wall New World n'existait pas. On serait tous partis sur des builds plutôt agressifs, plutôt mid-range. Vraiment, cette carte-là, à elle seule, justifie la présence du meilleur deck de l'Orcana, d'après moi, en tout cas celui qui développait le plus de choses broken. Il avait son counter, il avait son prédateur avec les decks bleu-rouge, mais globalement, il détruit tous les autres jeux, il prend tous les jeux fer du format et il les défonce. Et Wall New World est responsable de ça. C'est une des cartes qui crée le plus d'avantages, de cartes avantages du jeu. Et tant que cette carte sera légale, je pense qu'elle continuera à poser problème dans le jeu. J'espère que le chapitre 9 ne la réimprimera pas pour qu'elle parte avec la rotation, parce que plus tu édites des cartes qui sont capables de chanter, plus tu valorises la stratégie chanson, et plus Wall New World peut devenir problématique. L'Orcana a été assez malin en vraiment pushant énormément les decks bleu-rouge, peut-être même un peu trop, pour réduire un tout petit peu l'impact de Wall New World, parce qu'on aurait pu vivre dans un monde où Amber Steel Song est de manière écrasante le meilleur deck de l'histoire du jeu de l'Orcana, et Wall New World aurait pu du coup subir la banlist plus tôt si bleu-rouge n'était pas venu un petit peu prédater ces stratégies-là. Donc vraiment la carte est extrêmement puissante, hein. C'est un effet que beaucoup d'autres TCG ont arrêté d'éditer, donc forcément top 2 pour Wall New World. Et là vous vous dites, ok, mais qu'est-ce qu'il a mis en top 1 alors, si c'est pas Sissou, si c'est pas Wall New World? Eh bien top 1 des meilleures cartes, en tout cas des cartes les plus puissantes, des plus emblématiques, des plus structurantes de l'histoire du jeu de l'Orcana. Bucky, le fameux Bucky qui a été banni, la première carte bannie du jeu. Alors oui, je sais qu'elle n'a pas été bannie, elle a été erratée.
mais c'est errata, c'est tellement un charcutage. Ce qu'ils ont fait de Bucky, c'est un bannissement. On ne reverra plus jamais Bucky dans le format compétitif de l'Orcana. Ils ont bien fait en sorte de changer la carte à un point où elle ne fait plus du tout la même chose. En tout cas, elle ne sera plus jamais jouée pour les mêmes raisons que ce pourquoi elle était jouée avant. Et Bucky a été la carte la plus... Je ne sais pas si ça a été la plus puissante, mais en tout cas la plus frustrante peut-être à affronter, qui a vraiment à un instant donné complètement shift le méta autour d'elle. Je pense notamment lors du chapitre 4, qui a poussé l'Orcana à prendre sa première décision compétitive. Et on sait à quel point l'Orcana, en tout cas Disney, est attentiste et laisse vraiment son méta vivre avant de prendre des décisions. Mais là, ils ont décidé de couper la tête au petit Bucky, 1-1 pour 2, ancrable, hors d'atteinte. On ne pouvait pas interagir avec lui. Et à chaque fois qu'on jouait un personnage Floodborn, et il y avait pléthore de très bons personnages, eh bien l'adversaire choisissait une carte et la défaussait. C'est une carte qu'on allait chercher au mulligan. On avait calculé le pourcentage de chance de l'avoir en mulligan en jetant notre main complète. J'ai joué Bucky notamment en tournoi de championnat de 7 et globalement on jetait nos 7 cartes dès qu'on n'avait pas Bucky en main parce que faire un départ avec Bucky c'était quasiment assurer la victoire à la fin. La carte était beaucoup trop push, beaucoup trop frustrante à affronter. Les stratégies pour battre Bucky dès lors qu'on jouait des stratégies un peu contrôle, c'était de quasiment rien jouer jusqu'à notre bi-préperde en espérant ne pas prendre une Ursula qui allait chercher notre biprep. Bref, Bucky a été, je pense, dans l'histoire de l'Orcana, la carte la plus puissante, ou en tout cas la plus problématique du jeu, à tel point qu'on lui a coupé la tête assez rapidement. Donc voilà, top 1 pour moi, le petit Bucky. Parti trop tôt ou finalement trop tard? Voilà, j'espère que cette vidéo rétrospective top 20 des meilleures cartes de l'histoire du jeu de l'Orcana vous a plu, que ça vous a permis de vous remémorer des bons moments de jeu, que ça vous a permis peut-être aussi de faire vous aussi un bilan sur ce que vous avez pensé de ces 8 premiers chapitres de l'Orcana, juste à l'aube de la nouvelle rotation et donc du plus gros changement compétitif de l'Orcana qu'on n'a encore jamais vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce top 20, quelles sont les cartes que vous auriez voulu voir et quelles sont les cartes qui, d'après vous, ne méritent pas leur place dans ce top-là. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!